Nous arrivons au stade C pour lequel les recommandations concernent un traitement aigu après l'installation de l'insuffisance cardiaque. Le groupe est parvenu à un consensus pour ce qui est du traitement par le furosémide. Ce diurétique de Lenz dont nous avons discuté est administré par voie IV ou IM à 2 mg par kilo, suivi par des posologies de 2 mg par kilo par voie IV, IM ou SC, toutes les heures jusqu'à l'obtention d'une baisse de la fréquence et de l'effort respiratoire, soit un total de 8 mg par kilo donné sur une période de 4 heures. Une recommandation consensuelle a également été faite selon laquelle, après un bolus initial, une perfusion à débit continu de furosémide à 1 mg par kilo et par heure pour un œdème pulmonaire menaçant le pronostic vital est également un choix raisonnable. Cela a été démontré chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque et ce traitement s'est révélé efficace pour augmenter la diurèse chez les chevaux et les chiens normaux par rapport à des bolus intermittents de furosémide. En outre, pour le stade C, un consensus a été atteint pour le traitement aigu à la clinique selon lequel le pibobendan à 0,25-0,3 mg par kilo devrait être administré par voie orale toutes les 12 heures. Ce groupe est également parvenu à un autre consensus concernant l'utilisation de l'oxygène par l'intermédiaire d'une cage ou d'un incubateur régulateur de l'humidité et de la température ou par le biais d'une canule nasale, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Ainsi, une oxygénothérapie a été recommandée par consensus. En outre, la parasynthèse ou la thoracosynthèse abdominale ont été préconisées pour faire disparaître les épanchements estimés suffisants pour altérer la ventilation ou provoquer la détresse du patient. Le groupe d'experts a également émis les recommandations consensuelles suivantes pour le traitement aigu de l'insuffisance cardiaque du stade C. La prise en charge idéale proposée pour améliorer l'efficacité de la respiration et le confort des patients consiste en l'optimisation des soins infirmiers associés à une température et une humidité appropriées de l'environnement, à l'élévation de la tête, plus élevée que le thorax et les jambes, et au placement des patients sous sédation en position sternale. En second lieu, un traitement sédatif ou anxiolytique pour les animaux très dyspnéiques et anxieux, avec des narcotiques tels que le butorphanol ou la buprénorphine, avec l'acépromazine, est utile. Pour le stade C, aucun consensus n'a été atteint concernant le recours aux IECA. Une majorité des membres du groupe d'experts a estimé que les IECA, tels que l'énalapril ou le bénazépril, sont utiles dans ce cas. Un consensus n'a cependant pas été atteint pour proposer une recommandation à 100%. Nous savons, grâce à l'essai IMPROVE, publié en 1995, que nous vous présentons ici, que dans l'insuffisance cardiaque aiguë, les IECA, comme vous pouvez le constater, produisent une baisse de la pression capillaire pulmonaire, à savoir la pression qui provoque l'œdème pulmonaire. Vous pouvez voir qu'à 8 heures, on observe une amélioration statistiquement significative de la pression capillaire pulmonaire chez les chiens ayant reçu de l'énalapril par rapport à ceux qui ont reçu un placebo, en plus du traitement standard. Nous avons donc une épreuve de l'efficacité des IECA dans la phase aiguë de l'insuffisance cardiaque du stade C, mais le groupe d'experts n'est pas parvenu à un consensus. Nous passons maintenant à la prise en charge chronique de l'insuffisance cardiaque du stade C, pour laquelle le groupe d'experts est parvenu à un consensus sur la prise en charge suivante. Furosémide à 2 mg par kilo toutes les 12 heures ou selon les besoins afin de préserver le confort du patient. Les IECA tels que l'énalapril ou le bénazépril donnés à 0,5 mg par kilo toutes les 12 heures. Pibobendan à 0,25-0,3 mg par kilo toutes les 12 heures. L'ensemble des 10 membres du groupe d'experts a convenu que cette triple thérapie était le moyen idéal pour traiter l'insuffisance cardiaque chez les patients chroniques du stade C, c'est-à-dire les patients présentant une insuffisance cardiaque ou des antécédents d'insuffisance cardiaque, mais qui peuvent être traités à domicile. Nous possédons de nombreuses preuves de l'utilisation des IECA dans l'insuffisance cardiaque. Vous voyez devant vous les essais cliniques, tous des essais en double aveugle contrôlés contre placebo, l'essai LIVE, l'essai BENCH et l'essai FIRST, qui ont porté sur l'énalapril, le bénazépril et l'imidapril.
Les deux premiers ont montré une survie chez les chiens présentant une insuffisance mitrale et une cardiomyopathie dilatée par rapport au placebo. Dans l'essai portant sur l'imidapril, le bénéfice des IECA était déjà bien accepté, de sorte qu'il n'a pas été considéré comme éthique de comparer l'imidapril au placebo. On peut donc constater dans le graphique que l'imidapril a été comparé à l'enalapril et qu'aucune différence n'a été observée entre les courbes présentant la mortalité, toutes causes confondues. Nous savons donc que les effets néfastes de l'activation chronique du SRAA ont été démontrés chez des patients cliniques et que les bénéfices de l'inhibition de l'ECA ont été mis en évidence tant dans la maladie valvulaire chronique que dans la cardiomyopathie dilatée. L'essai Quest, qui a étudié le pimobendan dans l'insuffisance mitrale, a porté sur l'examen de 260 chiens présentant une MVD de sévérité modérée. Tous ces chiens étaient en insuffisance cardiaque congestive et l'on peut voir ici la courbe de survie de Kaplan-Meier qui représente les patients ayant reçu du pimobendan en plus du traitement standard comparé à l'IECA, bénazepril en plus du traitement standard. Et ce que l'on voit ici, c'est que la survie médiane était en fait plus élevée dans le groupe traité par pimobendan, survie médiane de 267 jours à comparer avec 140 jours. Cette différence de 127 jours, ou 4 mois, était statistiquement significative. Le groupe d'experts n'est pas parvenu à un consensus pour l'insuffisance cardiaque chronique de stade C pour ce qui est de la spironolactone. Cependant, la majorité du groupe d'experts a estimé que ce médicament était utile dans la prise en charge chronique de l'insuffisance cardiaque pour ses effets d'antagonisme de l'aldostérone, mais pas pour ses effets diurétiques qui sont relativement faibles. Il convient de noter que la spironolactone est approuvée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque en Europe. Il convient également de noter que le groupe d'experts à la recherche d'un consensus a fait ses recommandations avant la publication de l'article que vous avez devant vous. Cette publication, parue dans le Journal of Veterinary Internal Medicine en 2010, montre l'efficacité de la spironolactone dans le traitement de la maladie mitrale. La posologie pour la spironolactone a également été déterminée lors d'études menées en Europe dans lesquelles l'aldostérone était perfusée chez les chiens normaux et le rapport sodium-potassium urinaire était évalué. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, l'efficacité des antagonistes de l'aldostérone, dans ce cas la spironolactone, a été maximisée à 2 mg par kilo. Il s'agit donc de la posologie de la spironolactone, ce qui signifie qu'elle doit être administrée une fois par jour à 2 mg par kilo, ce qui a été documenté dans les cas cliniques ainsi que dans l'étude que vous voyez devant vous. L'utilisation de la spironolactone dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'homme est née d'une étude intitulée Essai Rales. Vous pouvez voir devant vous un graphique de cette étude dans laquelle la spironolactone plus un traitement standard a été comparé à un placebo plus un traitement standard. Comme vous pouvez le voir, ces deux courbes divergent considérablement dans ce groupe de quelques 1600 patients présentant une insuffisance cardiaque congestive sévère. L'étude a dû être interrompue plus tôt que prévu car l'amélioration observée était telle dans le groupe du traitement que la poursuite de l'étude a été considérée comme contraire à l'éthique. Nous disposons maintenant de données chez les chiens présentant une MVD recevant de la spironolactone et nous pouvons constater que sur 221 chiens, on a observé un bénéfice non seulement sur un critère de jugement composite, qui incluait le décès dû à l'insuffisance cardiaque congestive, l'euthanasie en raison de l'insuffisance cardiaque et l'aggravation sévère de la maladie valvulaire mitrale induite par l'insuffisance cardiaque sur votre gauche. On a également observé un bénéfice significatif chez les patients traités par la spironolactone par rapport au groupe témoin, dans cet essai en double aveugle contrôlé contre placebo concernant le décès d'origine cardiaque, à savoir les chiens morts d'une insuffisance cardiaque ou ayant subi une euthanasie en raison de signes sévères d'une insuffisance cardiaque. Ainsi, la spironolactone, en tant qu'antagoniste des récepteurs de l'aldostérone, semble être efficace chez le chien de la même façon qu'elle s'est révélée efficace chez l'homme. Même si l'on ne peut en être certain, un consensus aurait pu être atteint sur l'utilisation de la spironolactone si ce manuscrit avait été publié avant le compte-rendu du groupe d'experts. Dans tous les cas,
Une recommandation à la majorité a tout de même été émise pour l'utilisation de ce médicament dans l'insuffisance cardiaque chronique de stade C chez le chien. En résumé, le groupe d'experts de l'ACVIM a fait les recommandations suivantes et je vous ai donné ici la méthode de l'ACVIM pour l'évaluation de la maladie cardiaque chez le chien avec les recommandations consensuelles au bas de la diapositive ainsi que les recommandations à la majorité, à savoir celles pour lesquelles une majorité a été atteinte sans toutefois obtenir de consensus dans la partie supérieure. Nous pouvons constater que pour la maladie cardiaque asymptomatique, pour les patients à risque, pour les patients présentant la maladie sans dilatation et pour ceux présentant la maladie à une dilatation du cœur, la seule recommandation consensuelle dégagée a été celle d'éduquer le propriétaire. Cependant, la majorité des membres du groupe d'experts a estimé que les IECA étaient bénéfiques dans le groupe B2, les chiens sans insuffisance, mais avec dilatation du cœur. Dans ce groupe également, le groupe d'experts a recommandé une légère restriction du sodium. Lorsque nous en arrivons aux chiens qui ont déjà développé une insuffisance cardiaque, groupe C, vous pouvez constater que pour la prise en charge aiguë à l'hôpital, on pourrait recommander le furosémide, par quelque voie que ce soit, IV, IM, SC ou, autre possibilité, par perfusion à débit continu, le pimobendan, la supplémentation en oxygène, la sédation, comme je l'ai déjà signalé, et le recours possible à des vasodilatateurs tels que le nitroprusside et à des agents inotropes tels que la dobutamine, qui, soit dit en passant, ne sont ni les uns ni les autres approuvés pour une utilisation chez le chien. Enfin, la thoracosynthèse et l'abdominosynthèse ont été recommandées de manière consensuelle. Je souhaiterais faire remarquer que dans la prise en charge aiguë de l'insuffisance cardiaque à l'hôpital, la majorité des membres du groupe d'experts ont estimé que les IECA seraient utiles. Nous en arrivons au traitement chronique des patients souffrant d'insuffisance cardiaque, pour lequel la recommandation consensuelle a été d'utiliser du furosémide, des IECA et du pimobendan. À cette recommandation, il convient d'ajouter que la majorité des 10 membres du groupe d'experts a estimé que la spironolactone devrait être également utilisée. Enfin, dans le traitement réfractaire de l'insuffisance cardiaque, le furosémide par voie IV, probablement en perfusion à débit continu, les IECA, le pimobendan, l'oxygène, le traitement ventilatoire, la sédation et une réduction plus agressive de la post-charge avec des médicaments comme le nitroprusside ou l'amlodopine devraient tous être utiles. Après le retour des chiens à la maison, l'usage de furosémide, d'IECA, de spironolactone et de pimobendan a été recommandé sous forme de recommandations consensuelles par ce groupe d'experts. Vous pouvez constater que la restriction sodique chez les patients asymptomatiques commence par une légère réduction de l'apport en sel. Lorsque nous en arrivons aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque, des restrictions modérées, par exemple un régime spécifique aux seniors, sont conseillées. Et enfin, dans l'insuffisance cardiaque réfractaire, le groupe d'experts a recommandé une restriction modérée à sévère.